Et également bienvenue pour ce troisième webinaire qui est organisé donc par le GIS Simulion, donc GIS qui regroupe les Hospices Civils de Lyon et l'Université Claude Bernard Lyon 1, et pour lequel finalement on s'était dit que c'était peut-être une bonne chose que d'abord de proposer un petit questionnaire. Et donc vous voyez le QR code qui apparaît en grand sur l'écran à droite. Eh bien, on vous propose de le flasher et ou de faire un copier-coller potentiel, ou voilà, de pouvoir récupérer en tout cas le lien et puis de pouvoir répondre à quelques questions, ce qui nous permettra d'avoir des informations quant à vous et quant à ce webinaire. Donc ça va prendre à peu près, je dirais, 1 à 2 minutes maximum, hein. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Donc il est 12h32. Donc on vous laisse vous connecter à ce questionnaire, à ce QR code. Et puis d'ici une petite minute, on va reprendre la suite avec notamment la présentation des différents orateurs et de ce webinaire. Je reviens tout de suite, Marc. J'arrive dans 1 minute. Bien. Alors, rebonjour à toutes et tous. Voilà, je crois qu'on a du coup nos trois orateurs qui sont présents. Alors moi, je vais me présenter en 1 minute, hein. Je suis simplement celui qui fait l'introduction. Je m'appelle Marc Lillo et je suis donc un des PUPH de l'Université des Hospices Civils de Lyon, et je suis également le directeur médical du GIS Simulion. Et donc, à ce titre, on m'a proposé de venir présenter finalement le troisième webinaire qui est organisé donc, par le GIS Simulion en accord et en travail vraiment très proche avec la Sofrasim, la Société francophone de simulation en santé, qu'on remercie au passage pour son accompagnement permanent et son soutien indéfectible dans nos missions d'enseignement et de simulation. Et donc aujourd'hui, on vous propose finalement un troisième webinaire. Et donc ce troisième webinaire, il est intitulé de l'expérimentation à la professionnalisation, l'importance des aspects techniques de la simulation en santé. Et ce troisième webinaire va faire intervenir trois orateurs qui sont donc trois orateurs de prestige et que je vais vous présenter sans plus attendre. Cependant, je laisse encore une petite trentaine de secondes la diapositive qui s'affiche de façon à ce que les personnes qui nous ont rejoints tout récemment puissent flasher le QR code et répondre à ce petit questionnaire qui dure à peu près 1 à 2 minutes et qui nous permettra d'avoir quelques informations en lien avec vos activités de simulation, vos ressentis et puis l'intérêt pour les webinaires. On va dire que ces 30 secondes sont passées. Et du coup, je vais passer la diapositive suivante. L'introduction, c'est réalisé. Alors voilà, en termes de programme de ce webinaire, donc qui va durer à peu près 1 heure, on va avoir trois intervenants qui vont se succéder. Tout d'abord, nous allons accueillir le professeur Dan Benamou, qui est donc le vice-président de la Société francophone de simulation en santé, qui connaît donc très bien le développement de la simulation à l'échelle nationale et européenne, et qui accompagne du coup cette société savante depuis sa création. Et donc, il nous fait l'honneur de vouloir commencer cette présentation en parlant de l'implication du comité technique dans les travaux locaux et dans les travaux nationaux.
Ensuite, on aura comme deuxième intervention, donc l'intervention de Lucas Desnoyelles, qui est le responsable technique du GIS Simulion et qui est également très impliqué en termes de développement de l'offre de formation pour les techniciens de simulation au plan national, mais également au plan international. Et son intitulé s'appellera Réseau et formation des personnels techniques en simulation en santé. Et j'ajouterai également que Lucas Desnoyelles fait partie également en tant que membre actif de la Société francophone de simulation en santé. Enfin, en dernière intervention, nous aurons l'honneur d'accueillir Bruno Glaisé, qui va nous parler plus spécifiquement de l'organisation et des formations des personnels techniques, avec une vision très certainement nationale et guidée également à la fois par des inspirations de la Haute Autorité de Santé, mais également de la Société francophone de simulation en santé. Vous voyez qu'il y a une petite image qui indique qu'il y a des questions possibles et ces questions, on vous invite à les poser via le chat. Le chat qui est disponible directement dans sur le Teams, hein, qui est en lien directement. Et ces questions donc, vont être traitées au fur et à mesure à la fin. Alors, au fur et à mesure, vont être collectées par un des orateurs et ce sera très certainement Lucas Desnoyelles qui s'en occupera. Et vous seront ensuite posées aux différents experts à la fin de leurs interventions ou à la toute fin de ce webinaire. Voilà, donc merci à toutes et tous pour votre participation et aussi surtout pour vos questions. Et sans plus attendre, je vous propose de passer la parole à Dan Benamou qui nous fait l'honneur de commencer cette présentation. Voilà, chat, Teams et Dan Benamou. Professeur Dan Benamou, à vous la parole. Merci Marc, bonjour Lucas, bonjour à vous tous. C'est très sympa d'être là avec vous aujourd'hui et notamment de mettre en avant là dans ce webinaire le rôle des techniciens. Alors on dit maintenant des personnels techniques puisque c'est un peu le terme consacré aujourd'hui. Voilà, Lucas est content et il a raison. Et donc du coup c'est avec plaisir que je vais vous donner quelques petits éléments comment dire, concernant leur rôle, en tout cas tel que nous, formateurs en simulation, nous le percevons. Alors, Marc l'a évoqué, moi je suis maintenant vice-président de la Sofra-Sims. J'ai été président pendant pas mal d'années, maintenant je suis vice-président, mais je suis également responsable du centre de simulation de la faculté de médecine de l'Université Paris-Saclay, qui s'appelle Lab4Sims, qui est un centre qui est très actif, presque autant que celui de Simulion, et donc avec une grosse expérience depuis, oui, plus d'une quinzaine d'années maintenant dans le fonctionnement de notre centre. Et donc, effectivement, dans notre centre, les personnels techniques sont très importants. Il se trouve que, par ailleurs, nous avons également dans notre centre à Paris-Saclay un monsieur qui s'appelle Bertrand Beck, qui est le responsable ou le co-responsable justement du comité technique comment dire, de la Sofra Sims. Et donc, c'est à la fois, c'est un plaisir de travailler avec lui tous les jours dans le centre et également de le voir travailler avec, disons, l'équipe et les comités techniques et les techniciens dans le comité technique de la Sofra Sims. Alors, si on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Alors donc ici, je vous ai mis ici et là déjà pour commencer un peu à l'échelon local. Quand on travaille au sein de notre centre de simulation, chez nous, là, donc à la Sims, mais je pense que ça doit représenter quelque chose qui est assez commun probablement dans beaucoup de structures. Vous voyez ici, je vous ai mis un peu les multiples tâches telles que nous les percevons, nous les formateurs. Alors regardez, c'est quasiment une liste à la Prévert. Je vais peut-être pas tout détailler parce que ça prendrait assez de temps, mais c'est pour vous montrer déjà à quel point leur rôle est essentiel et ils sont partout dans notre fonctionnement quotidien. Bien sûr, ils participent aux séances, ils installent, ils rangent le matériel après les séances. Et en fait, ce n'est pas de notre volonté finalement de leur laisser faire tout le travail. C'est parce que en parallèle de leur activité, nous, les formateurs, dans l'immense majorité des cas, si ce n'est dans la totalité des cas, nous sommes nous aussi des cliniciens et donc nous avons également des activités au sein de l'hôpital ou de l'université et finalement le temps que nous pouvons consacrer à la simulation elle-même proprement dite est assez compté et donc leur aide justement dans l'organisation, la préparation, le suivi des séances et de la simulation de façon générale est pour nous absolument essentiel car sans eux, on n'aurait pratiquement aucune possibilité de réaliser des séances dans des bonnes conditions. Donc vous voyez, ils installent, ils rangent le matériel, ils participent aux sessions
par exemple en gérant la régie, la vidéo, le matériel. Ils participent au briefing des séances en expliquant le fonctionnement des matériels aux participants. Ils nous aident dans beaucoup d'activités de pédagogie. Par exemple, localement, ils jouent un rôle important au niveau des écos, hein, on en reparlera, je pense, un peu plus tard. Il nous aide également, il participe pour vérifier que les scénarios que nous prévoyons, que les formateurs prévoient, sont bien adéquats et sont faisables, par exemple, que nous avons le matériel, ou si nous ne l'avons pas, ben, qu'est-ce qu'il faudrait acheter ou trouver pour pouvoir réaliser les scénarios. Ils ont un rôle majeur en matière informatique et numérique. Puisqu'ils sont souvent très compétents, et on verra ça un petit peu tout à l'heure, parce que on voit que dans cette diapositive, dans cette liste un peu à la Prévert, eh bien, on voit que leurs tâches sont multiples, avec des domaines très variés. Comme je l'ai mis après, une compétence technique qui va du tournevis pour réparer un petit matériel jusqu'au multimédia, en passant par tout un tas d'activités intermédiaires, enfin entre les deux, qui montrent que comment dire, une des qualifications majeures de nos techniciens, de nos personnels, c'est que vraiment, ils sont extrêmement polyvalents. Ils peuvent même créer du matériel. Par exemple, chez nous, il y a des imprimantes 3D et ils fabriquent des petits objets lorsque c'est nécessaire. Ils suivent l'innovation technologique avec une veille des matériels, un peu la bibliographie, ce qui se passe avec les industriels. Ils ont un rôle administratif qui les commandent, ils peuvent rencontrer les représentants industriels, ils nous aident à planifier les séances, ils ont un rôle pour nous aider dans la gouvernance générale de la structure et un lien avec l'administration. Alors, je ne vous ai peut-être pas dit ça au début, mais en fait, actuellement, nous avons un technicien, entre guillemets, et demi, si je puis dire. Le deuxième poste que je compte comme un demi, car sa deuxième partie de son rôle de ce personnel technique est également de participer à des activités qui sont non seulement générales à la faculté de médecine, mais également il se déporte dans cette activité de technicien auprès d'une de nos antennes, entre guillemets, d'un autre hôpital qui fonctionne dans notre groupe hospitalier. Et donc, du coup, il se déplace assez largement, assez fréquemment dans cette deuxième hôpital. Et donc, du coup, il n'est pas en permanence présent au niveau de la faculté de médecine dans le site principal. Et donc, du coup, ben, quand je dis ils ont, dans notre domaine, enfin dans notre cas à nous, ils ont effectivement une activité extrêmement variée. Ils peuvent également avoir un rôle d'encadrant, non, la présence, voilà, je vais terminer sur celle-ci, un rôle d'encadrant, car dans certains cas, on leur demande de prendre des étudiants en stage, et ils le font bien volontiers, donc ce qui rajoute encore un rôle, cette fois-ci, de formateur. Ils nous aident également dans la démarche qualité du centre. Hein, la labellisation HAS, ça sera rediscuté tout à l'heure, mais également dans le fonctionnement qualité du centre avec l'administration de notre établissement. Et puis, comme on est un centre de simulation localement qu'on appelle type 3 dans la catégorisation HAS, eh bien, ils ont un rôle d'aide, de soutien à la recherche en simulation et en pédagogie. Donc on voit là que leur rôle est absolument énorme, extrêmement varié, très nécessitant des compétences d'une polyvalence extrême. Et comme je le redirai peut-être tout à l'heure en conclusion, évidemment, on voit bien que c'est assez difficile pour une seule personne, dès lors que l'activité est un peu importante, de gérer l'ensemble de ces éléments-là, ce qui fait que très rapidement, lorsque l'on conçoit un centre, une structure de simulation qui est un peu, on va dire, active, il va falloir augmenter et, disons, s'entourer de plusieurs personnels techniques. La diapo suivante. Alors, au sein de la Sophrasims, là, je vous ai parlé dans la première diapo de ce qu'ils font, finalement, de ce que l'on voit qu'ils font dans la pratique quotidienne au sein du centre de simulation, et puis au niveau du comité technique de la Sophrasims, où là, effectivement, je le perçois assez bien, non seulement parce que Bertrand, en particulier, est responsable de ce comité technique, mais également parce que, bah, du fait de sa présence dans le centre de simulation locale à la Forsims, on voit bien l'activité. Alors ici, vous avez quelques éléments un peu généraux sur les missions du comité technique, telles qu'elles ont été fixées dans le cahier des charges finalement du comité. Je vais passer assez rapidement parce qu'on imagine assez bien que c'est un rôle de fédération, de développement, finalement de contribution à l'innovation pédagogique. Finalement, ce qui est fait à l'échelon local est ainsi reporté à l'échelon national.
La diapo suivante. Voilà. Et donc, toujours un peu dans ces, disons, dans ces rôles très généraux, eh ben, bien sûr, ils vont promouvoir et valoriser les missions des personnels techniques, nous aider à mieux les comprendre, à faire un lien entre, finalement, par ce comité, entre, finalement, la gestion générale de la Sopra Sims et les techniciens qui travaillent dans les centres proprement dits. Voilà, nous aider à, disons, améliorer les compétences, partager les informations, favoriser les retours d'expérience, etc., etc. La diapo suivante. Alors, justement, compte tenu de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est dans cette première diapositive où je vous ai montré, l'immense variété, la polyvalence incroyable, comment dire, que doivent avoir ces personnels techniques, finalement, très rapidement, on s'est dit que finalement, une seule personne pouvait avoir des difficultés, et assez légitimement, hein, à être, comment dire, compétent dans tous les domaines. Et donc, avec leur, comment dire, leur soutien, ou plus exactement avec notre soutien, ils ont créé des fiches de poste indiquant les modalités de travail, les aspects de fonctionnement, ce que doit faire un technicien, restons sur ce terme qui est plus facile, et donc, ils ont créé des fiches de poste en 2022 qui sont disponibles facilement sur le site de la Sopra Sims et qui peuvent avoir des éléments, comment dire, un rôle très important. Et il faut savoir que nous n'avons pas trouvé de documents comparables à l'échelon national dans d'autres pays, en tout cas pas à ma connaissance. Le rôle de ces fiches sont multiples. Elles peuvent aider l'administration, par exemple, ou les responsables du centre pour savoir, ben, quand on embauche quelqu'un, qu'est-ce qu'on va lui demander. Ben, aussi également en parallèle le salaire qu'il pourra, comment dire, auquel il pourra prétendre. Et pour les personnels techniques eux-mêmes, hein, pour les personnes qui risquent, enfin, qui peuvent être embauchées, de savoir ce qu'on leur demandera, ce qu'ils peuvent faire, et donc il y a une congruence de bonne qualité entre ce qui est demandé et ce qui peut être réalisé. Alors, je vous ai mis ici en bas de la diapositive juste les titres des 3 fiches de poste qui ont été créées justement en imaginant ou en comprenant que finalement, il peut y avoir différents niveaux de compétences ou de rôles. Et donc, il y a 3 niveaux. Ce qui a été appelé l'ingénieur en simulation, qui est en fait le poste le plus élevé, on va dire, hein, la responsabilité la plus importante. Le technicien en simulation, qui est le rôle un peu intermédiaire, qui va être essentiellement très technique et qui va dépendre soit de l'ingénieur, s'il y a un ingénieur au-dessus de lui, ou du responsable du centre de simulation. Et puis le troisième niveau, qui est, on va dire, le niveau dit catégorie C dans l'administration française, qui dépend, où cet adjoint technique en simulation va être finalement un aide, mais n'a pas de responsabilité importante. La diapositive suivante. Alors, au sein de la Sopra-Sim, je vous donne quelques exemples des actions pratiques que nos collègues et personnels techniques peuvent avoir. Et là, encore une fois, regardez, c'est une sorte de liste un peu à la Prévert qui reprend un peu finalement ce qu'on a vu à l'échelon local, avec ici, cette fois-ci, des actions un peu nationales. Par exemple, je vous ai mis en premier lieu ici, pour donner un exemple de ce travail à l'échelon national, la participation aux ECOS nationaux, hein, aux examens cliniques objectifs et structurés nationaux, qui sont maintenant obligatoires, qui font partie de la validation de l'internat des étudiants en médecine. Et pour cela, bah, dans les ECOS, il peut y avoir des stations techniques et pour ces stations techniques, il faut du matériel. Et donc, il faut que ce matériel soit validé, qu'il soit utilisable par tous, qu'il soit de bonne qualité, qu'il soit homogène en fonction des centres où vont se passer les différents examens et le concours de l'internat. Et donc, du coup, là, pour cette action-là, nos personnels techniques jouent un rôle majeur depuis le début de la mise en œuvre officielle des ECOS pour justement aider à décider, choisir, analyser justement les matériels nécessaires. Ils ont également des actions internes au groupe. Ils ont, par exemple, il y a une rencontre annuelle d'une journée avec en pré-congrès du congrès annuel de la Sopra Sims qui a lieu donc la veille du début du congrès national. Et puis, ils ont également comment dire, au sein du congrès lui-même, participent à des séances plénières ou des ateliers, et même dans certains cas qu'ils dirigent eux-mêmes lorsqu'il s'agit de thèmes qui correspondent à leur activité. Ils ont également des réunions internes en visioconférence. J'ai mis ici 3 à 4 fois par an, mais ça peut dépendre en fonction des besoins, où ils peuvent travailler, discuter et échanger sur leurs problématiques.
Ils peuvent faire également des enquêtes internes pour voir en fonction des sujets. Ils ont organisé, et notamment Lucas a créé un DU de formation technique à la simulation, qui est donc mixte maintenant, organisé par Simulion, mais qui est soutenu par la Sopra Sims, et donc un moyen pour favoriser finalement le développement oui, le développement des personnels techniques qui acquièrent ainsi des connaissances en participant à ce DU. Il peut y avoir également un rôle dans le développement, l'organisation du site web de la Sopra Sims, hein. Et là encore, Lucas de Noyel, là, qui est avec nous aujourd'hui, c'est lui qui a mis en place comment dire, le site web de la Sopra Sims. Et puis, ils peuvent participer enfin aux productions écrites de la Sopra Sims. Et par exemple, tout à fait récemment, un très gros document sur la simulation procédurale vient d'être terminé, dans lequel les personnels techniques ont donné un avis, enfin, écrit une partie du texte qui correspondent aux aspects techniques de cette simulation procédurale. La diapo suivante. Et donc, pour conclure rapidement cet exposé un peu, disons, rapide, ce survol de ce que nous percevons de leurs activités, de nos personnels techniques, on peut dire les choses suivantes. Tout d'abord, je n'ai parlé que des actions locales et nationales, mais je crois que tout à l'heure, notamment Lucas, parlera des actions internationales, puisque grâce à leur dynamisme et à leur activité, ils ont même développé des relations à l'extérieur, en francophonie en particulier, et même créé notamment des actions communes avec certaines sociétés savantes de simulation dans d'autres pays. Donc vous avez vu, hein, leur place est essentielle dans nos centres et nos structures de simulation. On voit bien que sans leur aide, aujourd'hui, on serait incapable de soutenir le développement, l'activité et le développement potentiel de nos centres de simulation. Donc c'est vraiment extrêmement important et c'est l'occasion aujourd'hui de le rappeler et de dire à quel point nous sommes heureux de travailler avec nos collègues techniciens. Ils ont des activités qui sont multiples, hein, qui vont depuis des choses très basiques comme le tournevis que j'évoquais tout à l'heure, jusqu'à la connaissance, le développement, la compréhension et la mise en œuvre d'innovations technologiques qui peuvent être très complexes. Par exemple, chez nous, on est en train de discuter l'achat, hein, vous savez, de ce qu'on appelle une cave, c'est-à-dire un système immersif de simulation que d'autres centres possèdent déjà, mais que nous essayons nous réfléchissons à l'acheter avec les problèmes financiers que ça représente. Comme je l'ai dit, je crois déjà tout à l'heure, avec la croissance de l'activité de simulation et le nombre de séances, il devient de plus en plus logique d'embaucher plusieurs personnes. Et donc, en faisant le listing de toutes ces activités, il est plus facile, entre guillemets, de convaincre les payeurs, hein, notamment les administrations, lorsqu'il s'agit d'un hôpital ou une université, comment dire, d'embaucher une personne supplémentaire pour pouvoir comment dire, être en mesure de pouvoir réaliser l'ensemble du travail nécessaire. Et puis à l'échelon national, le rôle des personnels techniques de la Sopra Sims, c'est renforcé et structuré, puisque maintenant il y a un comité, donc il y a une activité permanente, et qui est donc ce comité que l'on soutient énormément au niveau de la direction de la société savante. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a une place au sein du conseil d'administration de la Sopra Sims qui est dédié spécifiquement et en permanence aux responsables du groupe des techniciens. J'en ai fini, entre guillemets, pour cette présentation un peu initiale, euh, qui est donc, encore une fois, qu'un survol très rapide de ces nombreuses activités. Je vous remercie de votre attention. Je suis là pour répondre à vos questions s'il y en a. Et puis sinon, bah, je vais écouter avec grand plaisir les autres présentations. Merci à vous tous. Merci à Lucas. Merci à Marc de m'avoir invité. Et encore une fois, un grand, grand merci à nos personnels techniques. Merci beaucoup, Dan, pour toutes et tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on les lira, ou même directement à l'oral, puisque vous avez la possibilité d'activer votre micro. Avec plaisir. Ou peut-être éventuellement, Lucas, peut-être vous pouvez peut-être enchaîner si vous voulez. Oui, Et il puis, n'y a pas l'air d'y avoir de questions. peut-être que les questions vont venir une fois que l'ensemble du webinaire sera passé. Exactement. Merci à nouveau, Dan. Je vais faire court pour deux raisons. La première, c'est tenir le timing qu'on essaye de s'imposer sur un format volontairement court d'1 heure. Et la deuxième, c'est parce que Dan a déjà dit beaucoup de choses de ce que je voulais dire.
Donc, je me représente, Lucas Denoyel, coordonnateur technique de Simulion et assez impliqué au sein de la Sofracims, effectivement, sur les questions du comité technique et puis du bureau. L'idée, pour illustrer ce que vient de dire Dan, effectivement, les personnels techniques sont aujourd'hui présents de partout et tout le temps dans les structures de simulation. Ça n'a pas toujours été le cas, on n'a pas toujours été très structuré, très reconnu, mais je ne dis pas ça dans un sens péjoratif, c'est très reconnu dans le sens où la place qui a été celle des membres du comité technique actuel n'était pas toujours la même dans les congrès. Et donc, pour faire un tout petit peu d'historique rapide, pour que tout le monde sache voilà, comment on en est arrivé là aujourd'hui, pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, tout commence, et pour ce qui concerne Lyon, à septembre 2016, puisque début 2016, on avait organisé un symposium dans le cadre du programme SAMCI, qui regroupait les différents bénéficiaires d'un appel à projet de l'Agence nationale pour la recherche. Donc, on avait les centres de simulation et facultés de médecine d'Amiens, Brest, Lille et Lyon. Et lors de cette rencontre est née l'idée de créer un réseau de personnel technique et une formation associée avec mon collègue Pierre Montfort de Brest à l'époque. Alors, il faut noter que le comité technique en tant que tel de la Sofracims existait déjà, mais à l'époque, on n'en avait pas connaissance. Juillet 2017, les premières rencontres des personnels techniques francophones à Brest, où on était, de mémoire, on était 16 de 4 ou 5 pays, même plus que ça, pays différents. Il y avait donc des ressortissants, enfin, représentants techniques de Belgique, du Luxembourg, de Suisse, de France, de Tunisie et du Maroc. Et c'était un vrai plaisir de se rencontrer tous ensemble et d'échanger pendant 2 jours sur les différentes thématiques et problématiques de nos métiers. Et puis conjointement, en septembre 2017, on a ouvert ici à Lyon ce qui était à l'époque une attestation d'études universitaires technicien en simulation avec 10 ou 11 inscrits, qui était une formation sur une 50aine d'heures et qui est restée sous ce format-là pendant un certain nombre d'années. Et puis en 2018, comme on est tous des gens intelligents, puis surtout qu'on n'était pas nombreux sur le territoire francophone, on a décidé de fusionner les 2 groupes de personnel technique en un seul, rassemblés sous la bannière du comité technique Sofracims. Et donc, comme disait Dan, depuis 2018, ce comité est piloté par Bertrand, que j'assiste dans la mesure de ce que je peux apporter en copilote. 2021-2022, puisque le thème c'est vers la professionnalisation, l'AEU est devenu un diplôme universitaire que l'on a appelé spécialiste technique des enseignements par simulation en santé, qui représente à peu près 135 heures d'enseignement et de mise en pratique aujourd'hui. Donc on a quasiment triplé le volume d'heures, puisqu'on s'est rendu compte que les technologies évoluent, les besoins évoluent, donc on a rajouté des enseignements, et puis c'est pas fini, je pense qu'on va encore en rajouter d'autres. Ça a été l'occasion de labelliser de Sofracims ce DU, puisque le comité pédagogique de ce DU est composé exclusivement de membres du comité technique Sofracims. Donc on travaille vraiment tous ensemble à l'échelle francophone pour faire en sorte que le programme, les enseignements, l'évaluation des acquisitions de compétences et de connaissances soient reconnus à l'échelle francophone. Reconnus ou au moins validés par les pairs. Et puis les rencontres techniques ont été intégrées au programme du DU. Donc aujourd'hui, toute personne qui s'inscrit au DU a dans son inscription universitaire de droit l'accès à ces rencontres techniques. Ce qui n'est pas toujours facile pour les employeurs ou les financeurs du DU qui malheureusement financent assez bien le diplôme pour aller toujours au même endroit, et puis le jour des rencontres qui sont fixées d'année en année rechignent un peu parfois à laisser partir leurs salariés. 2021-2022, ça a été aussi l'opportunité de raccrocher
l'organisation des rencontres techniques dont je parlais tout à l'heure et que Dan a évoqué, en pré-congrès du congrès, alors je dirais pas national puisque c'est francophone, du congrès francophone annuel qui est celui de la SOFRASIMS. Donc ça, on l'a fait pour la première édition lors du congrès justement de Lyon en 2022, ce qui nous permettait d'attirer beaucoup plus de monde sur ces journées-là et de pleinement intégrer les rencontres techniques au congrès annuel. Il a néanmoins été décidé de maintenir la gratuité de l'accès à ces rencontres, puisque depuis 2017, c'était un élément important pour nous de dire que ces rencontres devaient être gratuites. Et pour Bordeaux, dans quelques jours, la semaine prochaine, en fait, c'est environ 50 participants qui sont prévus juste pour ces rencontres-là. 50 participants, pardon, qui sont alors en majorité des personnels techniques, mais également des personnes qui ont plusieurs casquettes. On connaît tous des formateurs qui font également un peu de gestion technique chez eux, ou des gestionnaires de centres qui s'intéressent à ces questions. Pour fluidifier un peu les échanges tout au long de l'année et faciliter les partages d'informations, de tutoriels, de réponses aux questions, il y a une communauté WhatsApp qui a été créée. L'idée, à nouveau, c'est de travailler sur le principe de l'intelligence collective. Nous sommes tous dans nos différentes structures, souvent 1, voire 2. Rares sont les structures qui ont 3, 4, 5 ou 6 personnels techniques dédiés. Et donc, plutôt que d'apprendre par nos erreurs sur un temps long, puisqu'il faut du temps pour faire des erreurs, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire, tiens, je ne sais pas, j'ai tel problème, et vous, comment vous faites, ou tel matériel, qu'est-ce que vous en pensez, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Aujourd'hui, ce groupe, c'est plus de 80 membres qui sont assez actifs, mais comme toute communauté, on a je dirais pas quelques problèmes, mais animer une communauté demande du temps, et du temps, toutes et tous, on n'en a pas autant qu'on voudrait, mais ma foi, ça marche quand même plutôt pas mal. Et puis 2026, nouveau tournant, puisque pour ce qui s'agit du comité technique, nous allons élire le binôme de pilotage de ce comité lors des rencontres de Bordeaux. Jusqu'à présent, Bertrand et moi-même étions positionnés pilote, copilote, mais sans réelles élections. Là, ce sera le cas. Un renforcement des sous-groupes de travail existants avec des feuilles de route, et on va essayer de se structurer encore plus sur des calendriers à tenir de différents rendus, notamment. Ça donnera lieu à la création d'un site internet ou au moins d'un espace de partage web qui sera dédié au partage de documents et d'informations, qui devrait potentiellement être sur la solution Notion. Nous allons également lancer cette année, là c'est prévu pour octobre, des formations techniques niveau 2. Alors qu'est-ce qu'on appelle des formations niveau 2 ? Dan évoquait, puis j'en parlais, le DU de technicien, ou de personnel technique. Ce DU, comme Dan le disait, les personnels techniques sont amenés à intervenir sur une multitude de compétences différentes. Le DU en 135 heures ne peut pas former des experts en problématiques réseau, des experts en impression 3D, des experts en gestion audio-vidéo, ce n'est que du niveau 1. Et donc la SOFRASIMS, sous l'égide du comité technique de la SOFRASIMS, nous allons donc organiser des formations niveau 2 pour aller plus loin. Donc comme je vous le disais, une formation prévue en octobre 2026 sur Lyon sur du grimage niveau 2. Toutes les infos seront disponibles très prochainement sur le site de la SOFRASIMS. L'objectif, ce serait d'arriver à faire 2 à 3 formations par an de formation thématique. Alors, un modèle copié. C'est pas tant un modèle copié, c'est plus un modèle qui a réussi à inspirer l'international. Et c'est avec grand plaisir que l'on voit ça. Je pense notamment à la journée de pré-congrès du congrès de la Marocossim qui a lieu après-demain, d'ailleurs, sur laquelle j'aurai le plaisir d'aller modérer une partie de la journée, puisque la Marocossim s'est structurée également en s'inspirant de ce qui se faisait à droite à gauche, et notamment à la SOFRASIMS. Et donc, pour la première fois cette année, ils organisent aussi une journée de pré-congrès dédiée au personnel technique en simulation. Donc, on voit que même à l'international, de partout,
pas même international, mais vraiment de partout, la question de la formation de ces personnes prend vraiment une place de plus en plus importante. Et puis, je l'ai peut-être oublié de le mettre, mais ça sera également 2026 l'année d'opportunité d'organiser en pré-congrès du congrès de la Société européenne de simulation en santé, qui a également lieu à Lyon en juin, une journée dédiée au personnel technique de simulation. Donc on voit que il y a 10 ans, toutes ces questions de formation naissaient à Lyon, et 10 ans plus tard, Lyon, en tout cas pour les formations niveau 2, pour le congrès international et compagnie, voilà, ça revient sur Lyon. Et c'est un grand plaisir pour moi. Alors, je vous mets un petit retour en image de ce que ça peut donner sur les rencontres techniques qui ont eu lieu à Toulouse. L'an dernier, on avait un atelier sur de la programmation de modules électroniques, un atelier sur de l'impression 3D, où les participants étaient amenés à manipuler des logiciels pour savoir comment faire telle ou telle pièce. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un moule. Un moule pour pouvoir mouler en silicone des petits pads de pose de VVP. Le but étant de s'autonomiser un peu sur nos différentes structures et parfois de s'affranchir des coûts que représente l'acquisition de tous ces matériels qu'on pourrait fabriquer nous-mêmes. Une petite photo de groupe, voilà, je suis désolé pour la qualité, elle est un peu étirée. Une petite photo de groupe de la rencontre de l'an dernier, sachant que plusieurs personnes étaient déjà parties à ce moment-là, puisqu'on l'a fait en fin de journée, non pas en début de journée. Et pour finir et pour revenir sur Simulion, Simulion n'est pas un centre de simulation, dans le sens où c'est pas un grand bâtiment avec plein d'étages et plein de salles, mais ce sont une multitude de plateaux techniques d'enseignement et de formation en in situ. Et donc, en ce qui nous concerne, nous avons un poste de technicien dédié sur la faculté d'odontologie, 3 postes qui vont de l'assistant à l'ingénieur qui sont dédiés sur l'école de chirurgie et le laboratoire d'anatomie. Alors, je les ai mis ensemble. On oublie souvent Certes, ils ne font pas de silicone, ils ne font pas de mannequin, mais ils font de la simulation organique toute la journée. Un poste sur le centre de la faculté de médecine et de maïeutique à Lyon Sud, un poste sur la faculté de médecine Lyon-Est, 4, je crois que c'est 4, enfin j'en suis à peu près sûr, 4 référents techniques dans les services hospitaliers. Alors ces référents techniques sont des personnes qui ne sont pas techniciens ou pas personnel technique, mais qui sont formés à utiliser du matériel de simulation, du matériel de vidéotransmission, et qui donc sont à même de réceptionner le matériel que l'université peut envoyer dans les services, l'installer, s'en servir, réparer des petits problèmes, faire de la petite maintenance de niveau 1, et retourner le matériel en bon état. Plus donc un coordonnateur technique qui est moi-même. Néanmoins, je voulais parler un petit peu des problématiques de l'in situ et des référents techniques en in situ. La première, c'est d'arriver, et ça c'est un challenge sur lequel Simulion travaille activement, d'arriver à identifier et à homogénéiser le temps de travail qui est dédié à la gestion de ces aspects techniques. Je vous disais que ce ne sont pas des techniciens, c'est du personnel formé. Bien souvent, ce sont des infirmiers techniques ou des aides-soignants ou des aides-soignants techniques. Il y a une petite question de savoir sur quel temps de travail, ou pas d'ailleurs, est-ce que la prise en charge technique des formations par Simu dispensées dans les services se fait. Et puis la problématique du turnover. Au sein des structures de simulation, on va dire universitaires ou fixes avec des postes à 100%, du turnover, il y en a un peu, mais finalement pas tant que ça. Par contre, pour ces référents techniques, ces personnes n'étant pas des techniciens, mais du personnel paramédical, on a le même problème de turnover que pour des activités paramédicales. Et donc, à chaque fois, il faut reformer les gens, qu'ils se réapproprient le matériel, les locaux, et ainsi de suite. Et c'est assez sans fin. Voilà, moi j'ai fini pour cette partie-là. Dan en a beaucoup dit.
J'aurai une petite conclusion tout à l'heure en fin de webinaire. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Questions, observations ou partage d'expérience, n'hésitez pas. Bien, s'il n'y en a pas, je propose donc de laisser la parole à Bruno. Je vais couper mon partage d'écran. Et Bruno, je t'invite donc à nous partager ton écran. Est-ce que Bruno est toujours là? Ah. Oui. Lucas, tu m'entends? Très bien. Je ne vous entends pas. Je suis désolé, j'ai plus de son. Moi, je t'entends très bien. J'ai aucun retour audio, je suis désolé, je ne vous entends pas. Écoutez, on va faire sans retour audio. N'hésitez pas à utiliser la partie message pour que je puisse voir si vous avez des questions en parallèle. Je me présente, je suis Bruno Gleiser, donc je fais partie des évaluateurs de centres de simulation et je représente aujourd'hui la responsable du comité des évaluateurs de la Sofrasim, c'est Marie-Christine Moll, qui m'a bien gentiment délégué la tâche aujourd'hui de vous présenter cette partie labellisation, notamment labellisation de la Sofrasims. Donc je vous ai préparé un diaporama dont l'objectif va être d'aborder sous l'angle. Alors le de temps peut-être que simulation. tu ouvres le temps que tu ouvres ta diapo et que tu nous la partages, Bruno. Sur la présentation, Effectivement, plus vos interactions, je vais partir seul et on verra bien à la fin si vous avez des questions. Donc du coup, la présentation tourne autour du personnel technique et de la labellisation, notamment Sofrasim HAS. On va aborder un plan en 3 parties, la notion de labellisation, l'outil d'auto-évaluation et le rôle du personnel technique dans cette auto-évaluation. En termes de labellisation, le référentiel et le rôle de la Sofrasims. Tout d'abord, la Sofrasims a été chargée par la Haute Autorité de Santé de remettre un avis concernant la labellisation de structures. Donc cet avis est lié notamment au référentiel d'évaluation des infrastructures de simulation de mars 2025. Par rapport aux étapes de la labellisation, j'ai souhaité vous les rappeler, notamment la première partie qui concerne l'engagement. Donc là, il s'agit vraiment du cycle de démarrage qui vient notamment de la gouvernance du centre de simulation. Ensuite, on a la partie auto-évaluation. Excusez-moi. Oh, Lucas. Ah, je suis désolé. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que tu veux que je les affiche à l'écran? Non, ça devrait aller. Vous les voyez là?
Vous voyez toujours mon écran là? Quand je présente, je n'ai pas de micro. Et est-ce que tu m'entends? Ouais. Ok, ça devrait être la bonne. Je suis désolé. Du coup, je vous disais, un plan en 3 parties. Une partie labellisation, une partie outils d'auto-évaluation et un rôle du personnel technique. Donc, le référentiel HAS, la Sofrasim, ça a été chargée par la HAS de remettre un avis concernant la labellisation des structures en lien avec l'évaluation des infrastructures de santé de 2025. Parmi les étapes, donc le premier temps fort de la labellisation concerne l'engagement, notamment l'engagement de la gouvernance, qui est un moment important pour pouvoir attester de l'engagement et du soutien de la gouvernance du centre de simulation. À partir de ce temps d'engagement, il y a toute une phase d'auto-évaluation. Donc là, la Sofrasim se transmet un outil d'auto-évaluation à disposition du centre de simulation et demande, par rapport à cette auto-évaluation, la rédaction de fiches actions ou de plans d'action qui visent à permettre le troisième temps. Le troisième temps, ça serait les étapes d'amélioration, puis le quatrième temps, l'évaluation externe. Donc à partir de là, cette évaluation externe, donc là, c'est les experts de la Sofrasim qui vont intervenir, donc désignés par Marie-Christine Moll, qui vont intervenir et rendre un avis au cours d'une visite d'évaluation sur le type de labellisation possible. Ce cycle de labellisation est à renouveler tous les 5 ans, donc conformément au référentiel de la HAS. Donc, comme je vous le disais, le point de départ, c'est l'engagement. Donc là, par exemple, le référentiel d'évaluation de centres de simulation, d'infrastructures de simulation, pardon, prévoit une annexe 1, donc un modèle type de lettre d'engagement qui peut être émise. Donc, c'est vraiment cette mobilisation de la gouvernance qui est le point de départ pour cette labellisation. De cette labellisation et à l'issue, donc la gouvernance espère un type de labellisation T1, T2, T3, et donc les accessites qui sont apparus donc, avec le nouveau guide 2024 des infrastructures de simulation en santé, donc IS donc pour in situ, C pour chirurgie, ou ISC, donc in situ et chirurgie. L'auto-évaluation, donc comme je vous le disais, à partir de l'auto-évaluation, à partir de l'engagement, l'auto-évaluation peut démarrer. Donc la Sofrasim se transmet un outil à disposition du centre de simulation. La structure s'organise pour réaliser cette auto-évaluation. Donc au sein du référentiel, il parle de créer une équipe projet avec différentes ressources qui se situent en annexe du référentiel. Lorsque la structure est prête, notamment avec des fiches actions qui sont réalisées, elle sollicite l'évaluation externe. La Sofrasim missionne une équipe d'experts avec un programme de visite. Donc là, c'est également une annexe du référentiel d'évaluation des infrastructures. Donc ce programme est assez intéressant parce qu'il fixe des temps d'échange entre les experts externes et les personnels du centre de simulation. Et là, c'est intéressant qu'il y a forcément, c'est intéressant de savoir qu'il y a forcément un temps d'échange dédié avec les personnels techniques et les personnels administratifs. Donc ça montre un petit peu aussi la force que constitue d'avoir du personnel technique dédié pour la labellisation, mais aussi pour que les experts puissent situer le niveau d'engagement et le niveau de maîtrise des référentiels et des bonnes pratiques en simulation en santé. À l'issue de la visite, les experts réalisent une réunion de clôture qui permet au personnel de l'infrastructure qui a bénéficié, qui a participé à la visite, de bénéficier d'un regard à chaud de l'évaluation des experts. Puis les experts établissent un compte-rendu de visite et un avis à la Sofrasim, qui ensuite Sofrasim valide cet avis et transmet à la HAS pour la labellisation. Donc si vous voulez un exemple de rapport d'évaluation externe, il est également disponible dans le référentiel de la Haute Autorité de Santé. Donc comme mes prédécesseurs l'ont dit, le personnel technique est avant tout un membre de l'équipe de la structure. Il a un rôle technique, il a un rôle de soutien au personnel administratif, il est créatif et une faculté de s'adapter. Elles font un outil indispensable pour la simulation. Donc, au cours de l'auto-évaluation, il va mettre en avant son expertise au détour de plusieurs critères, donc que ce soit organisation, infrastructure, accessite IS, accessite C et parfois au moment de l'évaluation. Et donc, ce couteau suisse est un outil indispensable à la valorisation du centre de simulation et à sa labellisation. Je vous ai mis quelques extraits là, de critères de l'outil d'auto-évaluation. Donc, vous pouvez voir, par exemple, dans le programme de simulation, on va chercher à voir
lors de l'échange, mais également lors de l'auto-évaluation, comment le briefing est préparé en amont, et notamment la familiarisation des apprenants avec le matériel, notamment les mannequins à chef ou les matériels de simulation procédurale. Dans la partie organisation, on peut voir des éléments liés au personnel technique, notamment il existe un personnel technique dédié, ingénieur, technicien ou assistant. En matière d'hygiène, la charte de fonctionnement de la structure, donc là aussi souvent le personnel technique est le garant ou la cheville ouvrière de la mise en œuvre de l'hygiène. On parle toujours de l'hygiène hospitalière, mais on parle aussi de l'hygiène des mannequins et des outils de simulation, notamment des simulations de procédures. Dans la typologie de centre, là encore, l'évaluation du personnel technique, elle est chiffrée, elle est cotée pour permettre la labellisation. Dans la partie in situ, comme Lucas l'a dit juste avant, donc on peut voir également toute une notion d'organisation des locaux avec des notions de visite préalable, des notions de préparation technique de la visite qui font que notre personnel technique est indispensable à la labellisation, mais également à la bonne réalisation des simulations in situ. Et on retrouve la notion de différenciation secteur sec, secteur humide, donc soit par des dispositifs techniques, soit par des simulations. Aussi sont nommés dans la partie formation adaptée aux besoins de la structure et aux objectifs pédagogiques. Et pareil, si on utilise un simulateur électronique, il y a toute la notion de données à caractère personnel qui doivent être maîtrisées. Dans l'évaluation, là aussi, on voit que ces connaissances et compétences sont mises en œuvre pour participer à l'évaluation, souvent sur le côté technique pour recueillir et récolter les feedbacks des apprenants au cours des simulations. J'en ai fini pour ma présentation. Désolé pour le problème technique et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Alors, je laisse 30 secondes pour que les uns et les autres puissent soit poser leurs questions à l'écrit, soit la poser à l'oral. Et puis, s'il n'y en a pas, moi, j'en aurai une pour toi. Et peut-être pour Dan, en complément, s'il est encore connecté avec nous. Et là, et bien accompagné. Alors, s'il n'y a pas de questions, je parlais tout à l'heure du turnover dans le personnel que nous, on a appelé nos référents techniques sur Simulion. Donc, c'est le personnel soignant, principalement paramédical, qui tient le rôle de référent technique pour les simulations qui ont lieu dans les services hospitaliers en in situ directement. Pour éviter peut-être, si ça devait avoir une influence sur le turnover des personnels techniques dans les centres de simulation directement, est-ce que tu sais, ou est-ce que tu peux nous dire si le processus de labellisation prévoit un ratio de nombre de techniciens, on va rester sur techniciens plus que personnel technique, versus nombre de simulations en simultané? Je précise ma question. On sait que pour une simulation in situ, quand on envoie un mannequin avec un système vidéo et que sais-je, tout le matériel qui va avec, c'est une personne dédiée à la technique pour une formation. Dans les centres de simulation ou les structures un peu plus fixes, est-ce que pareil, il y a un ratio de 1 personnel technique pour 2, 3, 4 simulations différentes en simultané ou pas du tout? Et tu n'as plus de micro, Bruno. Ah, mais Bruno nous entend pas. Oh là là, oh, j'ai complètement oublié ça. Je vais la refaire par téléphone en haut-parleur, comme ça tout le monde pourra. Je suis désolé pour ce couac. Bruno, du coup, je venais de te poser une question en oubliant que tu n'avais pas de son. Je pense que tout le monde m'entend en ce moment, donc je la répète. Tu l'as évoqué dans les critères d'évaluation
pour la labellisation des structures le fait de savoir est-ce qu'il y a du personnel technique ou pas. On sait qu'en in situ, c'est compliqué de faire plus qu'un technicien pour une formation in situ, en simultané. Est-ce qu'au sein des structures un peu plus fixes, il y a également un ratio qui est prévu de dire un technicien pour 2 ou 3 ou une formation en même temps? Et là, je te laisse réactiver ton micro, comme ça tout le monde pourra entendre ta réponse. Est-ce que là, vous m'entendez? Parfait. Donc, du coup, non, il n'y a pas de ratio spécifique pour la partie technicien. On évalue ces moments, justement, c'est au cours de la visite d'évaluation externe où on va pouvoir échanger et voir les difficultés que vous rencontrez. Donc là aussi, l'évaluation externe, et c'est pour ça qu'elle a un vrai plus, c'est de pouvoir discuter avec les experts qui, dans leurs avis, vont pouvoir remettre des propositions ou des recommandations. Par exemple, au cours de cette évaluation externe, c'est déjà arrivé que les techniciens fassent part aux experts de difficultés. Et donc là, au cours de la visite et lors du débriefing de fin de visite, les experts mettent en avant le fait que peut-être un ratio pourrait être mis en place dans le centre de simulation adapté. Mais actuellement, dans le référentiel, il n'y a pas de critères et dans l'outil d'évaluation, il n'y a pas de critères non plus. Par contre, et c'est là l'intérêt de l'évaluation externe, au cours de la visite, vous pourrez mettre en avant des difficultés ou des besoins particuliers. Et là, le groupe d'experts peut faire des propositions via la SOFRA-SIMS, via la HAS dans le cadre de la labellisation. Dan, est-ce que toi, à ta connaissance, il y a déjà eu justement des retocages sur des évaluations ou des demandes de conseils de la part de structures sur combien de personnel technique est-ce qu'il faudrait pour X formation? Est-ce qu'il y a un ratio comme ça qui a déjà été évoqué? Écoute, pas à ma connaissance. En plus, non seulement il y a le nombre, mais il y a aussi le type de simulation en parallèle. C'est que certaines situations sont très demandeuses d'un soutien technique, d'autres beaucoup moins. Ça dépend également de la compétence des formateurs. Certains formateurs sont capables eux-mêmes de gérer, par exemple, le fonctionnement d'une régie ou de certains aspects audio-vidéo. Et donc, c'est un peu difficile d'avoir un chiffre très précis en disant, je sais pas, par exemple, ça pas plus que 1 pour 3, 1 pour 4, 1 pour 2. Je pense que c'est très difficile de pouvoir fixer ça. Je crois vraiment que ça dépend un peu de l'organisation locale et puis d'une bonne entente entre, disons, les formateurs ou les gestionnaires du centre et les techniciens pour savoir si c'est gérable, s'ils peuvent y arriver, s'ils n'y arrivent pas. Et puis s'ils n'y arrivent pas, bah, il faut, comment dire, réduire ou s'adapter aux compétences dont on dispose. Donc là, je pense que ça serait plutôt comment dire, un côté un peu raisonnable et échange qui doit avoir lieu. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment beaucoup trop tôt et très difficile, à cause de cette variété de fonctionnement, de pouvoir donner un chiffre. D'accord. Merci pour cette réponse. Est-ce que, avant d'attaquer ma petite slide de conclusion, est-ce que dans les quelques personnes qui se sont connectées là aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui, au sein de leur structure, ont mis en place un ratio de nombre de personnel technique par nombre de formations? N'hésitez pas à lever la main ou à prendre la parole. Bon, visiblement, non. Je garde le téléphone en haut-parleur pour que Bruno puisse entendre la suite de nos échanges. Donc du coup, je vous propose, pour rester dans le timing qu'on s'était proposé, qui était de faire un format de webinaire un peu court, sur 1 heure seulement, mais pour laisser à chacun le temps de retourner à ses autres activités. Ah, David, peut-être est en train de nous dire quelque chose. Pas de ratio. OK. Peut-être que ça fera partie des pistes de travail et de réflexion du comité technique et de la SOFRA-SIMS sur les années à venir, là. Donc en conclusion, et je repartage mon écran. Est-ce que tout le monde le voit bien? Super. En conclusion, moi Bruno tout à l'heure a utilisé l'image du couteau suisse, qui est une image que j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup aussi celle-là.
celle de MacGyver, dont je me suis assez régulièrement servi dans les slides divers et variés. C'est effectivement assez souvent, quand on fait le tour des personnels techniques eux-mêmes, mais également des formateurs et de leurs attentes envers leur personnel technique, c'est assez souvent le profil qui ressort, c'est qu'il nous faut la super personne à tout faire. Alors il faudrait peut-être que j'arrive à trouver l'équivalent féminin maintenant. Alors MacGyver, oui, mais on a bien vu au cours de ces trois petits topos que le développement des nouvelles technologies, ça a amené à un fort élargissement du champ des connaissances et des compétences techniques que doivent maîtriser les personnels techniques. C'est toujours plus, enfin toujours plus dans le bon sens, hein, ça permet d'évoluer et de découvrir de nouvelles choses, mais c'est vrai que l'arrivée de l'IA est déjà tout un pan en tant que tel. On peut y rajouter l'impression 3D si on veut, on peut y rajouter tout ce qui est réalité virtuelle, même si maintenant c'est plus tout à fait nouveau, ça fait quelques années qu'on en parle, mais enfin c'est quand même des champs d'expertise en soi. C'était un peu l'objet de cette dernière question finalement, mais la problématique de la disponibilité des ressources humaines, alors j'ai mis des disponibilités. Est-ce que c'est du temps plein? Et puis, comme je disais tout à l'heure, est-ce que même au sein des formations, en in situ, comment est-ce qu'on arrive à valoriser ce temps de travail et ces actions? Et moi, en conclusion, puisque c'est un aspect, vous l'aurez bien compris, qui me tient à cœur, c'est que la formation continue des personnels techniques ne peut plus être un aspect de second plan pour les structures de simulation. Je dis ça, c'est une petite pique peut-être un peu volontaire, même si je sais que parfois les structures n'y peuvent pas grand-chose. Mais je suis toujours assez surpris lorsque la seule formation technique gratuite, officielle, Sofrasim, organisée par an, c'est les rencontres techniques et le congrès annuel de la Sofrasim. Je suis toujours assez surpris d'avoir des collègues personnels techniques qui me disent « Je suis désolé, je ne peux pas venir. On a plein de formations au centre en ce moment. » C'est un vœu pieux, mais j'aimerais beaucoup, moi, qu'à l'avenir, de plus en plus de centres disent ces 3 journées par an de congrès sont banalisées pour le centre et on n'y met plus de formation, ou alors seulement des formations qui ne nécessitent pas de personnel technique. Il n'y en a pas beaucoup. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à répondre au questionnaire ci-dessous, qui est le même que celui que vous aviez en introduction de ce webinaire. Et si vous n'avez pas plus de questions, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, en vous invitant à vous tenir au courant de nos différentes activités et actualités et futurs webinaires proposés, notamment sur LinkedIn. Je remercie bien entendu Dan et Bruno pour leurs interventions et leur participation. Et je vous prie toutes et tous de bien vouloir excuser le petit couac technique auquel on a dû faire face. Voilà, et donc pour certains que j'ai vu connectés, j'aurai le plaisir de vous voir dans 24 heures au Maroc, et pour d'autres, la semaine prochaine à Bordeaux. Excellente journée à toutes et à tous, et à très bientôt. Merci encore. À bientôt. Bonne journée à tous, à bientôt. Au revoir.